point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec le dossier du cantonnement provisoire des FDLR dans la province orientale et à l'Équateur. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a séjourné la semaine dernière à Kisangani pour constater la viabilité du site avant l'opération de relocalisation. Et sur place, la société civile locale s'oppose et n'approuve pas cette décision du gouvernement. Invité du journal de Trésor, Lambert Mende a relevé que le site de transit de Kisangani était hautement sécurisé et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Il est clair, après avoir visité ce site, qu'il n'y avait pas un problème ni de confort pour les gens qui vont y venir, ni de sécurité pour la population environnante, étant donné que nous savons avoir affaire à des garçons qui ont une histoire criminelle assez connue. Nous avons donc fait visiter nous-mêmes ce site. On y est allé avec des responsables des partis politiques, avec des responsables de la société civile, et tous se sont rendus compte que tout avait été prévu par les forces armées auxquelles cette tâche avait été confiée pour mettre toutes les populations du coin à l'abri de tout désagrément. On s'est bien rendu compte qu'il n'y avait aucun problème tel que soulevé par le groupe qui se fait passer tantôt pour le peuple de Kisangani, tantôt pour la société civile de la province orientale. Ce site est sécurisé par les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Le même concept qu'à Kanyabayonga et à Walungu. Il y a ici même plus de confort qu'à Kanyabayonga puisque c'est une caserne militaire qui existe, dans laquelle la coopération militaire américaine a fait des travaux. On a érigé 20 baraquements endurables. Ces personnes auront des lits, ce qu'ils n'ont pas à Kanyabayonga, des matelas, ils auront des cuisines, ils auront même de la télévision et de la radio. Bref, ils ont un espace, une sorte de préau où leurs enfants pourront jouer. Il n'est pas prévu de sortie de leur part du camp. Il y a 2 ceintures, une ceinture avec un baraquement des FRDC, une deuxième ceinture avec un baraquement de la MONUSCO. Tout cela est clôturé et de manière tout à fait étanche, exactement comme à Kanyabayonga. Nous ne voyons rien qui puisse susciter de l'inquiétude. Je vous l'annonce au sommaire de ce journal, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique, Mactar Diop, a co-animé avec le Premier ministre Matata Ponyo une conférence de presse au complexe administratif de la primature. Et devant un parterre de journalistes, Mactar Diop a loué les efforts entrepris par la RDC dans différents domaines pour permettre à la population de bénéficier concrètement des progrès réalisés dans la vie nationale. Primature. Ici, c'est le lieu choisi par ces 2 personnalités pour rendre compte à la presse de l'apport de la Banque mondiale en République démocratique du Congo et du séjour de son vice-président. Les décors est planté et tout est fin prêt. Mactar Diop et Matata Ponyo font leur entrée dans la salle où les attendent les journalistes. L'un des sujets clés, c'est l'appréciation de la gouvernance par la Banque mondiale. Quelle est la raison pour laquelle, en général, on veut s'assurer qu'il y a un programme avec le fonds pour avoir des interventions avec un pays? C'est pas pour s'assurer que le cadre macroéconomique est robuste. Un cadre macroéconomique est robuste qui veut dire qu'ils sont capables de pouvoir procéder au service de la dette, ils sont capables de gérer les projets de manière... Ils sont capables de croître. Si le pays le fait de lui-même, sans transfert financier en provenance du Fonds monétaire, pour nous, c'est la même chose. Le plus important, c'est est-ce que le pays a une politique macroéconomique. Mactar Diop a reconnu devant les médias les progrès réalisés dans la gouvernance économique en République démocratique du Congo. Et je crois que la coopération que nous avons, mais nous souhaiterons également dans les mois à venir vraiment mettre un accent tout particulier sur la gestion des entreprises publiques pour s'assurer que tous ces efforts qui sont faits soient traduits par une amélioration du service aux populations congolaises. Après une visite qui l'a conduit tour à tour au site d'Inga au Bas-Congo et au parc agro-industriel de Bukangalonzo au Bandundu, les impressions sont plutôt bonnes. La Banque mondiale s'est dit prête à soutenir les divers secteurs de la ville nationale de la RDC, notamment l'agriculture, l'électricité et les transports aériens. L'institution de Bretton Woods est aussi active dans la lutte contre les violences sexuelles. Ce soutien se justifie par les performances macroéconomiques réalisées par la RDC à travers le gouvernement qui dirige Matata Ponyo. Vous le savez, c'est depuis le jeudi 24 juillet que le vice-président de la Banque mondiale est à Kinshasa. Parmi ses différentes visites, Mactar Diop s'est rendu au parc agro-industriel de Bukangalonzo accompagné du Premier ministre.
Et sur place, les deux personnalités se sont rendues compte des travaux abattus sur ce site d'environ 80 000 hectares, dont le lancement a été fait il y a quelques jours par le chef de l'État, Joseph Kabila. Nous sommes dans la province du Bandundu. Ici, c'est l'aérodrome du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Sur place, les différents membres du gouvernement central, le gouverneur Jean Kamisendo ainsi que d'autres officiels sont rangés pour accueillir les vice-présidents de la Banque mondiale et le Premier ministre. Merci beaucoup. Voilà, ici avec le vice-président là-bas. L'accueil terminé, les cortèges des deux personnalités se dirigent vers les sites. Ici, Matata Pogno et Maktar Diop assistent à quelques démonstrations. L'agriculture traditionnelle laisse la place à celle dite intensive et industrielle. Les empreintes des tracteurs, sémoirs et d'autres laboureurs en sont la preuve. Ce projet que j'ai vu avec les perspectives de production va certainement avoir un impact sur la balance de paiement du Congo qui sera très très importante. Le second aspect, c'est que j'ai vu ici une technologie avancée, mais une technologie avancée. Et la question que le Premier ministre et moi-même avons posée tout au cours de cette visite, c'est comment cette technologie sera transférée aux populations. Et je crois que ce que j'ai entendu m'a beaucoup satisfait. Hormis ces différentes démonstrations, Maktar Diop a reçu des explications sur le fonctionnement du parc. Et on a choisi celui-ci qui... La Banque mondiale encourage la RDC surtout en ce qui concerne les projets de développement. Et ces parcs initiés par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en est une illustration. La Banque mondiale, c'est une institution très dédiée au développement. L'agriculture est un secteur qui fait partie des préoccupations de la Banque mondiale. Et ce parc agro-industriel est une nouveauté, est une innovation. C'est la matérialisation de la vision du président Kabila, notamment dans le domaine du social. Avec la mise en route de ces parcs, la RDC devra améliorer l'accès à une alimentation de qualité, mais également la réduction des prix des produits alimentaires. Maktar Diop s'en va avec une image positive de la RDC et son institution s'est dit prête à mettre la main dans la poche. Dans l'actualité de ce lundi, Kinshasa abrite un séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2015, initié par la vice-primature au ministère du Budget. L'objectif est d'impliquer tous les segments de la vie nationale à l'élaboration de la loi financière de 2015. Ainsi, au lieu de demeurer une affaire d'initié, la préparation du budget national pourrait devenir un exercice ouvert au commun des Congolais. C'est un moment important dans le processus de l'élaboration du budget pour l'exercice 2015. Ici, la mobilisation et la représentation est totale. Toutes les institutions du pays sont représentées, à l'exemple de la société civile, Parlement, ainsi que les cours et tribunaux. Pour le vice-premier ministre, ministre du Budget, qui a ouvert les travaux, l'initiative est un acte de transparence et de participation citoyenne au processus budgétaire. Le séminaire d'orientation budgétaire vise premièrement à accroître la transparence et la participation citoyenne dans l'élaboration du budget de l'État par des propositions et solutions partagées. Les participants ont en tout 3 jours d'échange avec au rendez-vous un débat large et franc entre Congolaises et Congolais qui pensent pouvoir apporter quelque chose de plus dans l'élaboration du budget national. Ce séminaire, bien qu'il se tienne dans le cadre de la préparation du projet de loi 2015, il fixe d'abord le cadre triennal, n'est-ce pas, pour les 3 prochaines années. En termes de stratégie sectorielle, où est-ce qu'il faut mettre l'accent, où est-ce qu'il faut mettre un peu plus de moyens. L'espoir de Daniel Moukoko est qu'à cette occasion, les participants arrivent à explorer correctement les nouvelles pistes de nature à doter la République démocratique du Congo d'un budget conforme à sa casquette d'État minier et pétrolier, mais aussi de futures puissances agricoles. Et ceci passe des initiatives du genre qui permet l'élargissement de la base de contribution au projet de budget 2015. Le succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture est la preuve que les échanges autour du budget de l'État, instaurés par la vice-primature depuis maintenant 3 ans, commencent à porter ses fruits.
Élection législative partielle à Befale dans la province de l'Équateur. 24 heures après la publication des résultats provisoires par la CENI, le bureau de la centrale électorale a transmis samedi dernier à la Cour suprême de justice les procès-verbaux et les pièces jointes des résultats. Et c'est le rapporteur adjoint Onésime Koukatoula qui est allé déposer ces documents, question de respecter les prescrits des articles 223 de la Constitution et 61 de la loi électorale. Ce dépôt ouvre ainsi ce lundi 28 juillet les 8 jours de délai de recours en contestation plutôt éventuelle. On va parler maintenant de la parade policière qui s'est tenue ce lundi. L'objectif était de présenter les officiers et sous-officiers nouvellement nommés au sein de l'UPI-HP, mais aussi présenter le bâtiment de cette institution. Voici c'est à quoi ressemblaient les bâtiments abritant l'unité spéciale de la police nationale congolaise en charge de la protection des institutions et des hautes personnalités. Cette situation préoccupait les autorités de la police qui avaient alors décidé de sa réhabilitation 4 mois après, et voici les résultats. Il fallait créer les conditions, on va penser à ça. On a recouru à nos autorités et les autorités nous ont appuyés et comme ça que nous avons tenté que ça soit redorer un peu l'image de notre unité. Ici, il n'y avait pas de toilettes, c'est la moindre des choses, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de cachot. On avait de construire un cachot, tout en respectant les normes. Ces bâtiments réhabilités ont été visités par la presse après cette parade de présentation des officiers et sous-officiers affectés justement à cette unité. Ils sont également entrés en fonction ce lundi. J'ai commencé d'abord par présenter les nouveaux officiers nommés par l'arrêté ministériel et puis un rappel à l'ordre à tous les policiers compte tenu de l'enjeu de l'air. Vous savez, la mission de cette unité, c'est la protection des institutions et des hautes personnalités. La première cible des criminels, ce sont des policiers. Ils doivent être aux aguets et ouvrir les bons. Les officiers que vous avez vus tout à l'heure, ils sont déjà en fonction. Autre temps fort, la présentation d'un officier qui a défendu les couleurs de la police, un acte des bravoures à récompenser. Et puis une bonne collaboration entre la police et les médias, c'est ce que souhaitent les professionnels des médias. Et c'est la démarche que mènent quelques organisations des défenses des droits des journalistes auprès de l'inspection générale de la police. Ils ont évoqué aussi l'incident qu'il y a eu entre certains éléments de la PCR et des journalistes de Molière TV. Et donc l'inspecteur général de la police, le général Jean de Dieu Oleko, a promis de s'investir pour une bonne collaboration entre la police et les médias, mais il a également appelé ces derniers au respect de la loi, notamment en ce qui concerne les documents des véhicules destinés à usage médiatique. Écho des partis politiques dans ce journal, l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF a procédé à la clôture de l'atelier de mise à niveau de ces cadres. Réunis en atelier, les cadres du parti se sont penchés sur les stratégies de visibilité, le financement du parti et la solidarité, mais également la créativité et développement en période de crise. Ils étaient tous présents et habillés aux couleurs du parti, scandant des chants pour accueillir leur président venu procéder à la clôture de l'atelier de mise à niveau des cadres de l'Union nationale des démocrates fédéralistes. Après exposé des rapporteurs de groupes de travail, 23 recommandations ont été proposées et adoptées. Parmi elles, l'on note la formation des communicateurs du parti, la vulgarisation du site du parti, l'instauration d'un modèle unique de carte de membres et l'initiation des projets dans le domaine de microfinance. Au finish, les participants ont tous reçu des brevets, symboles de connaissances acquises. Une connaissance qui devra permettre au sein du parti une mise à niveau des cadres afin de mieux se préparer pour les élections urbaines, municipales et locales à venir. Ce renforcement de capacité, c'est surtout pour opérer, voire projeter la pérennisation de cette grandeur, de ce poids politique que nous transportons. Et nous devons peaufiner nos stratégies parce que être sur terrain, c'est bon. Mais la pérennisation, c'est encore mieux. Il fallait que l'UNADEF puisse se représenter dans les instances pour les élections qui viennent, dans le local, municipal, urbaine ainsi que provincial. Nous avons besoin
Pour boucler les travaux de 2 jours, le mot de clôture a été lu par l'autorité morale du parti Charles Mwando Simba, qui a félicité les séminaristes de la qualité des travaux effectués. Parlons également de ce don en faveur de l'IFASIC, un geste du journaliste économique Jérôme Sekana, lui-même ancien de cet institut.